Je vais donc aujourd'hui explorer la complémentarité ou la non-complémentarité entre les fonctions d'enseignement et de recherche, comme des actes de travail, mais aussi des mécanismes d'évaluation et des systèmes d'organisation des carrières, des institutions et des politiques. Mais je vais d'abord introduire le propos. Encore faut-il que je puisse y arriver. Ah, voilà. Bon. L'analyse des carrières, de l'organisation du travail et des conditions de production et de rémunération dans l'enseignement supérieur et la recherche est infiniment plus développée dans le monde anglo-américain qu'en Europe. La différence, qui est vraiment considérable, mérite en soi d'être analysée. Les réformes qui ont été engagées depuis à peu près 2 décennies ont changé la donne en Europe en suscitant des travaux plus nombreux d'analyse, de critique aussi et d'évaluation. Ces réformes ont provoqué une différenciation du tissu universitaire en rendant plus visible et plus intense la compétition intra- et internationale. Les changements qu'elle déclenche remodèlent les carrières professionnelles de manière sélective, notamment en raison de l'inégale exposition des disciplines scientifiques, des différentes disciplines scientifiques et des différentes générations d'enseignants-chercheurs à la compétition internationale par la recherche. Les inégalités interindividuelles de productivité et les variations des performances de recherche au long d'un cycle de vie professionnelle, on est inégalement productif dans une vie d'enseignant-chercheur, sont aussi mises en évidence et en mesure. Par ailleurs, à côté d'un marché interne de carrière longue, la multiplication des recrutements externes, essentiellement sur la base de performances élevées de recherche, le fameux mercato des universitaires, conduit à des réaménagements dans l'architecture des organisations, dans l'allocation des tâches d'enseignement et de recherche, dans les principes d'évaluation de l'activité des individus et des équipes et dans les niveaux et les mécanismes d'incitation à la productivité ou à l'excellence, selon le vocabulaire qui est devenu omniprésent. L'analyse de la relation symétrique ou plutôt asymétrique, entre les fonctions de recherche et d'enseignement est en fait un levier très efficace d'étude de ces transformations. L'association de ces deux activités rapproche dans un même emploi des profils d'exercice et de réussite dans l'activité qui sont en réalité très dissemblables. Les formules qui ont été adoptées pour coter différemment ces actes de travail et pour différencier les organisations universitaires selon leur performance de recherche sont des mécanismes explicites de stratification. Et tous les changements actuels provoqués par la globalisation du monde de la recherche et du marché de l'enseignement supérieur renforcent cette asymétrie. Les personnels d'enseignement deviennent plus substituables s'ils s'éloignent de la frontière avancée de la recherche, alors que l'organisation des activités de recherche confère une importance croissante à la concentration de masse critique de talents pour élever la productivité individuelle et collective de recherche. Et sans surprise, en présence de fortes considérations de réputation, la tension entre les missions de recherche et d'enseignement augmente. Un problème qu'on identifie dans les sciences sociales et économiques comme un problème de multitasking, de tâches multiples, se pose. Les individus cherchent à orienter leurs activités vers celles des tâches dans lesquelles ils obtiennent ou ils espèrent obtenir la meilleure performance et les plus fortes gratifications, qu'elles soient réputationnelles, monétaires ou non monétaires. Et si nous nous déplaçons maintenant au niveau des organisations universitaires, des établissements, les universités, les centres de recherche, nous allons demander qu'advient-il de la liaison fonctionnelle entre l'enseignement et la recherche quand se développe la compétition entre les organisations et qu'avec cette compétition croissante se développe aussi l'outillage métrologique.
je veux dire la mesure, les classements, les palmarès, les indicateurs de qualité, de performance, qui sont destinés à comparer des performances des organisations aux différentes échelles pertinentes, nationales, continentales, mondiales. Il se trouve que le pouvoir de signalement réputationnel que vaut à une université la qualité de ses recherches est largement supérieur à celui que lui vaut la qualité de son enseignement. Il faudra expliquer pourquoi. Je propose tout de suite 2 explications pour commencer. D'une part, la production de connaissances étant compétitive, cumulative et diffusée dans l'espace public, la sensibilité des producteurs et des consommateurs de connaissances, et les producteurs sont aussi des consommateurs de connaissances, puisque ce sont les chercheurs eux-mêmes et les doctorants, cette sensibilité à l'égard d'un écart perceptible de valeur des individus, des laboratoires, des organisations universitaires, elle est considérable. D'autre part, l'élargissement de l'audience des travaux de recherche et l'exploitation des performances de recherche en termes de réputation sont typiquement sujets à ce qu'on appelle des économies d'échelle qui sont spectaculaires grâce à l'utilisation des technologies. On appelle ça des technologies de consommation jointe. Le coût de diffusion des résultats de la recherche ne varie pas avec le nombre de ses utilisateurs. Vous pouvez atteindre une communauté mondiale de chercheurs en un clic si vous avez rentré les adresses de ces chercheurs dans votre base. À l'inverse, la production in situ d'un enseignement, avec les interactions et les suivis d'étudiants qu'elles comprennent, a une productivité qu'on dit stagnante ou largement stagnante. Elle n'augmente pas, elle est stable, assez stable. C'est une des caractéristiques que pourra éventuellement, mais ce n'est pas certain, modifier l'enseignement online et ce qu'on appelle les Massive Online Open Courses. L'organisation, je veux dire l'université ou un institut de recherche, n'est qu'un niveau en fait intermédiaire de l'analyse. Il faut relier 4 niveaux dans l'analyse: la situation de travail et la carrière professionnelle des individus, l'architecture des organisations, les politiques publiques et la compétition sur un marché mondial d'enseignement et de recherche. Par exemple, les organisations sont conduites à se différencier, à se concurrencer dans l'espace national. La plupart d'entre elles demeurent en Europe majoritairement alimentées par des financements publics, même si leurs ressources se diversifient. Les financements publics sont principalement alloués maintenant dans beaucoup de pays en fonction de performances mesurables. Dans ces pays, en Europe, et par exemple avant les autres au Royaume-Uni, le New Public Management, ou ce qu'on a qualifié de société de l'audit, a adopté le principe de l'evidence-based management. On ne fait rien sans avoir des éléments de jugement et de mesure à disposition pour prendre des décisions. Toute allocation de moyens doit être justifiable sur la base de ces données mesurables qui peuvent être soumises à expertise et à contre-expertise. Donc la rente de situation n'est pas une solution, pas plus que l'opacité ou les droits simplement acquis. La mesure de la performance est donc le produit d'une double injonction. Il faut justifier l'allocation importante de ressources publiques nationales ou locales vers l'enseignement supérieur. C'est ce modèle de la société de connaissances et de la croissance endogène dont j'ai parlé. Et il est légitime de comparer plus systématiquement des modèles d'organisation de recherche et d'enseignement qui ont été rendus commensurables par la diffusion des pratiques évaluatives et par les innovations en termes de métrologie, en termes de sciences de la mesure des activités. Les controverses vont elles aussi bon train sur ce point. Mais la concentration des moyens au nom de l'excellence, c'est-à-dire essentiellement de l'excellence de la recherche, avec ses retombées sur une partie seulement de l'enseignement, essentiellement l'enseignement au niveau doctoral, crée les situations bien connues d'avantages cumulatifs et, de fait, une stratification explicite des établissements.
Dans un tel environnement, les organisations sont conduites à adopter des stratégies de développement qui peuvent s'écarter, pour une part, de la production d'un bien public d'éducation. La propagation du vocabulaire performatif de l'excellence indique en effet deux choses. D'une part, elle signale le décloisonnement des systèmes nationaux d'enseignement et leur immersion complète dans la concurrence internationale. D'autre part, elle met directement en valeur la dimension de recherche, qui est l'activité qui a connu, je l'ai déjà dit, la mondialisation la plus précoce et la plus continue, et qui est l'activité la plus ouvertement et la plus lisiblement concurrentielle. En allant jusqu'au bout de la série des effets en cascade des transformations actuelles, on voit, et je montrerai comment l'unicité du statut d'enseignant-chercheur, là où elle existe, est soumise à un ensemble grandissant de tensions. Tout ce qui paraissait enfoui dans un modèle égalitaire et d'autogouvernement par les pairs fait surface. En réalignant le travail des individus et les performances de l'organisation sur un objectif aisément mesurable, c'est-à-dire la productivité de recherche, les systèmes d'évaluation fissurent cette économie du multitasking dont j'ai parlé, cette économie du travail en tâches multiples. L'impératif d'évaluation, qui produit à sa manière la lisibilité de la position de chaque individu dans l'organisation et au-delà dans sa communauté de référence, de manière très directe, on peut consulter le H-index de n'importe qui et identifier la position de n'importe quel individu dans le système du moment qu'il a une identité publique à travers un nombre d'outils de plus en plus considérable. Il est même question aujourd'hui d'attribuer un numéro, un identifiant international à chaque acteur du système de recherche et d'enseignement supérieur pour éviter le désordre des homonymies, etc., dans les identifications de bibliométrie et de scientométrie. Là-dessus, Simon Pey, qui travaille avec nous, fait un travail de veille scientifique fort intéressant. Cet impératif d'évaluation, donc, agit comme une force séparatrice quand il place explicitement la performance la plus normalement distribuée, je vais y revenir, c'est-à-dire l'aptitude à enseigner, sous la dépendance fonctionnelle de la performance la plus inégalement répartie, l'aptitude à produire de la recherche reconnue. Et donc, la question vient, est-ce que la complémentarité traditionnellement proclamée entre les deux catégories d'activités conserve sa valeur? Alors, l'argument de sens commun est qu'un enseignement situé au contact de la recherche avancée a plus de valeur qu'un enseignement qui en est éloigné et qui ne fait que transmettre des connaissances produites ailleurs. Symétriquement, on peut dire que la qualité du travail de recherche d'un universitaire varie, notamment avec la qualité des doctorants qu'il peut attirer. Mais l'analyse organisationnelle du couplage de l'enseignement et de la recherche pose des problèmes plus complexes que ne le dit l'argument de leur complémentarité, notamment quand on est en contexte de compétition élargie. Et pour n'en donner qu'un indice tout de suite, dans la vie quotidienne de ce qu'on appelle une université américaine de recherche, qui occupe le haut de la hiérarchie du système universitaire américain, je vous le montrerai tout à l'heure, la solidarité qui est proclamée entre les deux activités est en réalité le point d'équilibre entre de multiples arrangements négociés ou tolérés qui confèrent toujours à la performance de recherche une valeur supérieure, que ce soit dans les décisions d'allocation des tâches, qui fait quoi cette année, dans la gestion des carrières, dans les rémunérations, dans les recrutements. Car par-delà les frontières de chaque organisation, ce qu'on appelle un marché professionnel distingue les individus en fonction de leur réputation à l'échelle de la communauté des pairs et exerce sa pression sur l'équilibre défini par chaque université ou par chaque département au sein d'une université.
je suis un peu en retard sur mes slides. Voilà. Alors, je viens en évoquer d'un mot les éléments. Les recherches, le travail de recherche et le travail d'enseignement sont des activités aux propriétés différentes. Je voudrais tout de suite vous en donner une illustration, ou plusieurs illustrations, que je commenterai plus en détail lors du prochain cours, en indiquant la signification exacte de ces mécanismes et pour généraliser l'approche. Mais je vous présente d'abord une première diapositive qui concerne l'évaluation par les étudiants aux États-Unis de ce qu'on appelle l'effectiveness, c'est-à-dire l'efficacité du travail des enseignants. Aux États-Unis et dans un certain nombre de pays maintenant, mais encore en France, c'est une affaire qui est discutée et disputée, les étudiants évaluent leurs enseignants. Ça existe dans certains établissements en France, mais pas partout et pas pour tout, même dans les établissements qui l'ont adopté. Aux États-Unis, c'est monnaie courante depuis très longtemps, depuis au moins 40 ou 50 ans, et ça s'est généralisé. Et donc, il est possible de mesurer ce que vaut un enseignant, ce qui est une chose assez difficile. Pour un chercheur, la bibliométrie, je vais le montrer tout de suite, est assez simple à manipuler. Elle ne dit pas la totalité de ce que vaut un individu, bien sûr, mais elle fournit un des indices possibles d'analyse de la qualité. Pour un enseignant, les mécanismes d'évaluation reposent sur plusieurs types d'évaluation. Les pairs, les responsables du département, une communauté qui peut s'intéresser aux actes éducatifs des enseignants, etc. Mais le cœur du système, celui vers lequel convergent toujours les demandes d'évaluation et d'appréciation des enseignants, c'est les évaluations des enseignants par leurs étudiants. Et il existe même des sites où on peut consulter pour une part, ou même pour un étudiant, déclarer ce qu'il pense de son enseignant ouvertement. Voilà. Et ici, j'extrais d'un travail de 2 chercheurs américains, ou du moins qui ont publié dans une revue américaine, Hoffman et Oreopoulos, un article qui s'appelle Professor Qualities and Student Achievement de 2006. J'extrais l'information sur la valeur de l'enseignant évaluée par les étudiants telle qu'elle est appréciée sur une échelle de 0, enfin 0 c'est problématique, de 1 à 7. Généralement le 0 n'est pas utilisé. Et vous voyez la distribution des évaluations selon la hiérarchie des emplois, lecturer, assistant ou associate professor, full professor et autres. Autres, ça peut être part-time ou teaching assistant éventuellement. Et vous voyez que l'essentiel des évaluations se concentre sur le milieu de la distribution, c'est-à-dire entre 4,5 et 6,5, ce qui est remarquable d'ailleurs. C'est une sorte de courbe, c'est une courbe de Gauss déplacée vers la droite de la distribution sur une échelle qui va jusqu'à 7. Je ne montre pas ici, mais j'y reviendrai plus tard, la corrélation qui existe entre les évaluations des enseignants par les étudiants et les notes attribuées par les enseignants aux étudiants. Ce qui est un grand sujet de méditation, évidemment. Si vous notez bien vos étudiants, ils vous noteront eux-mêmes pas trop mal. Et est-ce que ça veut dire que le système est pervers ou pas? Je reviendrai là-dessus plus tard. En tout cas, ce que je veux tout de suite dire, c'est que la majorité des évaluations sont situées au centre de la distribution. C'est une distribution qu'on peut appeler normale, qui indique que, sous de bonnes conditions d'exercice, l'essentiel de l'acte d'enseignement peut être accompli à la satisfaction de la majorité des étudiants, et la majorité des enseignants obtiennent ce type d'évaluation avec quelques variations selon le statut, mais qui ne sont pas considérables. Alors maintenant, regardons ce qui se passe du côté de la recherche. Alors le spectacle est assez différent. La recherche est une activité profondément inégalitaire. Je vous montre ici, j'espère que c'est lisible, en tout cas les courbes. C'est tiré d'un article assez célèbre
de Per Seglen qui s'appelle Skewness of Science de 92, qui montre la distribution des citations d'articles tirés au hasard et qui ont été sélectionnés sur la période 1985-1989. Et l'auteur examine les citations qu'ont reçues ces articles 3 ans après leur publication. Et il distribue le nombre de citations en abscisse par la proportion des articles. Et vous voyez que beaucoup d'articles ont reçu 0 citation, la majorité d'entre eux ici, et quelques-uns ont obtenu un grand nombre de citations. Pour avoir une mesure plus précise encore des choses, il faut adopter une échelle logarithmique qui permet de prendre en compte les grands nombres. Et donc ici, vous avez le 0, mais là, vous avez des chiffres qui vont jusqu'à 150 citations par article et bien au-delà. Et là, la population totale des articles. Donc, ce qui apparaît ici, c'est que une majorité d'articles reçoit peu ou pas de citations, une très grande majorité. C'est une courbe typiquement parétienne, comme on dit. L'équation de Pareto classique, c'est 20% des individus raflent 80% de la mise. Il en va ainsi dans beaucoup de domaines. Le profil de cette courbe est exactement celui-là. Alors, la citation est une des indications possibles, mais on peut en adopter d'autres. Et j'extrais ici d'un travail de plusieurs auteurs qui sont des virtuoses de la bibliométrie et de la sociologie des sciences, Larivière, Macaluso, Archambault et Yves Gingras que j'avais invité l'année dernière, qui sont canadiens, et qui ont examiné la concentration des fonds de recherche, des publications et des citations pour une population d'enseignants-chercheurs canadiens. Et les données que je vous présente ne concernent pas les citations, elles concernent les fonds de recherche. Donc je prends une information complémentaire. Est-ce que les fonds de recherche se concentrent sur un petit nombre? Et les courbes, qui ont toutes un profil à peu près identique, même s'il y a quelques variations, concernent les différents domaines de recherche, les sciences biomédicales, le management, l'éducation, les humanities, les sciences de la médecine, l'engineering, les sciences naturelles et les sciences sociales. Et le mécanisme est toujours le même, avec des degrés de concentration un peu variables, mais le profil est clair. Les fonds de recherche, en couleur un peu moins foncée, avec des pointillés, vous avez le montant des fonds recueillis par les chercheurs, et la courbe plus pleine, plus foncée, concerne le nombre de projets financés. Et vous voyez, le mécanisme est le même. Une petite minorité de gens concentrent beaucoup de moyens, et le nombre de projets financés est également concentré un peu moins que le montant des fonds. Il y a des différences. Les sciences sociales, par exemple, ou bien les humanities sont un peu moins concentrantes que les disciplines les plus scientifiques. Mais les choses sont quand même assez nettes. En termes de fonds concentrés, 80% des fonds sont quand même concentrés sont recueillis par 20% des gens, même si le nombre de projets financés, lui, est un peu plus déconcentré. Donc, la situation est intéressante. Vous avez, de fait, une association de 2 métiers, de 2 activités qui ont des profils extraordinairement différents. Or, malgré cette différence profonde en termes de production de quelque chose, des connaissances, d'un système d'activité pour le faire tourner, recueillir des fonds, obtenir la citation, la reconnaissance et l'usage du travail qui est fait par quelqu'un, donc une forme d'évaluation. Et de l'autre côté, en enseignement, produire, transmettre, enseigner, former et recueillir ou non l'évaluation, l'assentiment de ceux qui sont formés.
Malgré ces différences-là, ces activités dans l'organisation dominante du travail académique sont associées et imbriquées. Je parlerai de travail académique parfois pour contourner la formulation dichotomique qui est travail scientifique, travail enseignant ou enseignant-chercheur. Le travail académique, c'est le vocabulaire, disons, anglo-saxon. Donc la question qui se pose, c'est ces tâches sont-elles donc intrinsèquement complémentaires? C'est l'idée qu'avait lancée, je vais y revenir, Humboldt au XIXe siècle en Allemagne, au début du XIXe siècle, au tout début du XIXe siècle en Allemagne, et le sont-elles suffisamment pour être substantiellement considérées comme, pour pouvoir être considérées comme génératrices de gains réciproques? Si je fais un bon travail d'enseignant, ça bénéficiera à ma recherche, et si je fais un bon travail de chercheur, ça bénéficiera à mon enseignement. Ou alors sont-elles trop distinctes pour ne pas être séparées et spécialisées? Dans ce cas, ce sont des activités rivales dans la définition d'une fonction, d'un emploi, avec le problème de à quoi donc allouer son temps et son effort et ses motivations. Et l'hypothèse inverse de celle de Humboldt, c'est celle de, mettons, pour donner des noms propres, Condorcet-Newman, je vais y revenir. Ou alors, doivent-elles être découplées de manière endogène, c'est-à-dire non pas a priori, mais en fonction de ce que révèle l'activité des individus dans le temps, au fur et à mesure que les séquences de travail se déroulent, et une fois que une succession d'épreuves de professionnalisation académique sont mises en œuvre, qui permettent de distribuer en quelque sorte les individus sur des profils différents ou de leur demander de se distribuer sur des profils différents. La structuration des carrières, mais aussi celle des institutions, sont directement dépendantes des réponses à ces questions. Les statuts d'emploi peuvent faire varier la combinaison ou la spécialisation des tâches selon qu'on est tenured, comme on dit, c'est-à-dire qu'on est en poste permanent, ou non-tenured, simplement encore en attente de cet emploi-là, ou alors simplement contractuel. Deuxièmement, les évolutions de carrière peuvent varier en fonction des performances dans l'exercice des différentes tâches prescrites. Régulièrement, on voit ressurgir l'idée qu'il faudrait adopter pour l'enseignement le même système de récompense et de visibilité externe à l'institution qu'on peut avoir pour la recherche. Je lisais dans une dépêche d'une agence spécialisée sur les questions d'enseignement supérieur qu'une université de Bourgogne avait créé un Teaching Award, une récompense pour l'excellence de l'enseignement, et il en existe beaucoup depuis très longtemps, par exemple aux États-Unis. Troisièmement, les fonctions dans lesquelles les individus seraient plus aisément substituables, c'est-à-dire les fonctions d'enseignement, si la courbe est normale, vous voyez que, en gros, ça veut dire que dans de bonnes conditions, et à condition que j'y mette le soin et l'effort voulu, je peux faire un bon enseignement, et un autre enseignant qui a été sélectionné pour le faire, c'est-à-dire qui a passé les épreuves de sélection, qui a fait sa thèse et qui a été coopté, le fera peut-être aussi bien. Donc, la question c'est donc, si les individus sont substituables, des fonctions dans lesquelles les individus seraient plus aisément substituables peuvent être dotés de conditions d'exercice qui, évidemment, sont moins favorables que celles de la recherche dans lesquelles la performance engendre des gains qui peuvent être jugés stratégiques, de prestige, de réputation, de compétitivité, mais aussi de financement. Je vais y revenir tout à l'heure. À cet égard, il y a des cas qui sont des expériences quasi naturelles, qui sont spectaculaires. Je donnerai l'exemple de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni tout à l'heure. Et ces différents avantages sont à la fois monétaires et non monétaires. Des rémunérations plus élevées là où une pression de marché s'exerce sur les carrières, sur le recrutement, sur les mobilités, sur les institutions. Pour le dire tout de suite, au Royaume-Uni,
depuis qu'on a adopté ce qu'on appelle le Research Assessment Exercise, qui est devenu le Research Excellence System, je crois, les enseignants bougent avant la lancée de l'exercice d'évaluation des universités pour savoir ce qu'elles valent. Les enseignants sont priés de se déplacer ou sont achetés par les universités qui veulent faire monter leur score et leur valeur dans la compétition. Il y a un jeu stratégique avec les outils de mesure. Aux États-Unis, la mobilité est très courante en fonction de la valeur du travail de recherche d'un académique. Et en Suisse, la Suisse détient le taux le plus élevé d'internationalisation de son corps enseignant. Elle a pratiqué un achat à grande échelle de talents scientifiques sur le marché international. Singapour, qui est une ville-pays, recrute aujourd'hui sur le marché mondial à tour de bras pour avoir une visibilité sur cet échiquier international de la recherche et de l'enseignement supérieur. Pour explorer ces questions, je vais partir d'abord d'une approche en termes de systèmes nationaux d'organisation des activités d'enseignement et de recherche publique pour faire apparaître un premier niveau de différenciation avec les différents modèles soumis à différentes intensités de changement. Deux auteurs allemands, deux collègues, Uwe Schimank et Markus Wienes, ont publié des articles, notamment un en 2000, qui classaient utilement les modèles d'association ou de déconnexion, de désassociation entre enseignement et recherche, selon un principe chronologique, qui est en fait aussi un classement des modèles européens d'organisation des systèmes publics d'enseignement-recherche, mais aussi une analyse de leur évolution, c'est-à-dire un modèle humboldtien, un modèle notamment allemand-italien, un modèle pré-humboldtien. Ils y placent la France, on va voir pourquoi, parce que notamment il existe deux types de carrières, celle de l'enseignant-chercheur d'un côté et celle du chercheur pur de l'autre, avec des effectifs substantiels, et un modèle post-humboldtien. Qu'arrive-t-il quand on transforme l'équilibre entre enseignement et recherche? Alors d'abord, le modèle humboldtien. Je vais peut-être tout de suite donner la citation de Humboldt, qui date de 1809. On fait manifestement du tort aux universités en expliquant qu'elles ne sont destinées qu'à enseigner et à diffuser la science, alors qu'il reviendrait aux académies de la développer. Les sciences ont certainement été autant développées par les universitaires, et en Allemagne davantage que par les académiciens, et ces hommes sont justement parvenus à faire progresser leur secteur grâce à leur fonctionnement d'enseignants. Car le libre exposé oral en présence d'auditeurs, parmi lesquels se trouvent toujours quantité de personnes qui réfléchissent et qui participent personnellement à la démarche intellectuelle, enflamme à coup sûr autant que celui qui est habitué à cette sorte d'étude que le loisir de la vie solitaire d'écrivain ou le lien vague d'une société académique. Le mouvement de la science est manifestement plus rapide et plus vivant dans une université car il y est continuellement reprise et relancée par un grand nombre d'esprits qui sont en outre plus puissants, plus vigoureux et plus jeunes. De toute façon, la science, en tant que science, ne se laisse pas vraiment exposer sans être à chaque fois à nouveau spontanément ressaisie. Et donc l'interaction fait tout, en quelque sorte, et auprès d'auditoires divers, et il serait incompréhensible de ne pas, à cette occasion, tomber sur des découvertes. L'enseignement universitaire n'est pas une occupation pénible au point de devoir être considéré comme une interruption du loisir consacré à l'étude plutôt qu'une aide à celle-ci. Il existe d'ailleurs toujours dans chaque grande université des gens qui enseignent peu ou absolument pas et qui ne font qu'étudier et poursuivre leur recherche solitairement. C'est pourquoi il serait à coup sûr possible de confier le développement de ces sciences aux seules universités, à condition de les organiser convenablement et de se passer des académies. Donc c'est un coup d'arrêt au dualisme, l'enseignement d'un côté, les académies scientifiques de l'autre, qui sont les ancêtres des institutions de recherche publique. Je tire ça d'un ouvrage Philosophie de l'université, la traduction, qui a été publiée il y a quelques années.
Ce modèle donc dit la chose suivante, c'est premièrement un modèle de non-différenciation statutaire entre activités d'enseignement et de recherche. Les deux tâches sont fonctionnellement complémentaires. C'est aussi un modèle dans lequel l'essentiel des ressources mises à la disposition des acteurs, les universitaires, n'est pas affecté spécifiquement à une tâche ou à l'autre. Enfin, la stratification des établissements par leur taille ou leur qualité ne se construit pas sur une séparation de rôles au sommet, la recherche, ou à la base, enseignement, mais sur la liaison fonctionnelle partout. L'argument supplémentaire, c'est que loin d'être un simple modèle, c'est le socle d'identification à la profession académique à laquelle adhère la majorité des enseignants de l'enseignement supérieur. Ici, je voudrais vous en donner deux indications. L'une, ce tableau-là est tiré d'une enquête internationale sur les universitaires de 12 pays. C'est une enquête qui a eu lieu entre 2006 et 2010, qui s'appelle Changing Academic Profession, qui a été menée notamment par Ulrich Teichler et toute une équipe d'universitaires, une équipe internationale. Une membre de cette équipe qui a été l'auteur de plusieurs publications sous son nom ou d'articles de contribution dans les différents volumes qui ont servi à publier les résultats de cette grande enquête. Gaël Goestelec viendra parler au colloque qui aura lieu le 11 mai prochain pour prolonger le cours que je donne ici en février et en mars, et dont j'afficherai le programme sur mon site bientôt. Alors, ces données-là, qui sont le produit d'une consultation d'un grand nombre d'universitaires dans 12 pays, Autriche, Suisse, Irlande, Pologne, Pays-Bas, Allemagne, Finlande, Italie, Norvège, Portugal et Royaume-Uni, et Croatie. HR, c'est Croatie. Mais pas la France. Je ne sais pas pourquoi la France n'a pas été impliquée. Ce tableau indique où va la préférence, leaning towards teaching research, à quel type d'activité s'identifient en termes d'orientation de leur travail, de leur préférence, les universitaires. Alors, on distingue ici les positions en fonction de senior at university, c'est-à-dire les positions des senior professors, et en dessous, ce sont les juniors. Mais j'ai fait une petite erreur de montage de ma slide, de ma diapositive. En tout cas, pour les enseignants qui sont les full academics, qui sont en poste plein, vous voyez que l'essentiel des pourcentages des préférences déclarées ou des orientations déclarées en fonction des deux rôles va au centre de la distribution, c'est-à-dire je m'identifie aux deux, mais avec éventuellement une préférence pour l'enseignement ici, qui recueille des scores qui varient entre 30 et 36 et 17% à peu près. Et de l'autre côté, je m'identifie aux deux, mais avec une orientation un peu plus recherche ou une préférence un peu plus recherche. C'est cette ligne-là, et les scores sont plus élevés, ils vont de 67 à 48%. Donc, mais c'est dans ce cadre-là, c'est-à-dire les deux. Je module bien, je sais que les tâches ne sont pas exactement les mêmes, mais néanmoins, le couplage, c'est à quoi je m'identifie. Et si on demande aux gens, est-ce que vous identifiez principalement à l'enseignement, vous voyez que les scores sont misérables, ils vont de 1% à 8%, à 13%, mais essentiellement, ils tournent autour de 2 ou 3. Et si on dit, est-ce que vous identifiez essentiellement à la recherche, là, les scores sont beaucoup moins négligeables, mais ils sont très en dessous. Ils varient autour de 10 à 20% selon les différents pays. Ce que je veux montrer ici, simplement, c'est bien ça. L'idée, c'est qu'il y a bien un socle d'identification professionnelle qui est explicite quand on recueille l'opinion des enseignants-chercheurs, avec ces modulations internes, comme je l'ai dit. L'autre indication, elle vient des États-Unis.
C'est le pays pour lequel je tirerai aussi beaucoup d'informations et de matériaux de recherche. Comme je l'ai dit, il est beaucoup plus avancé que nous depuis plus longtemps, je veux dire, en termes de recherche sur ce que c'est que ce monde académique. Ici, c'est le pourcentage d'enseignants d'universitaires américains qui se déclarent en accord avec l'idée que les enseignants, les faculty, comme on dit, sont intéressés à former les undergraduates. Pas les graduates, mais les undergraduates. Les graduates, ça va de soi à un certain niveau du système d'enseignement américain, là où il y a des universités doctorales. Mais les undergraduates, c'est ce que partage tout le monde dans le système américain. Et ce ne sont pas des étudiants qui sont directement au contact le plus direct, le plus avancé avec la recherche. Ce ne sont pas encore des futurs chercheurs. Les undergraduates, ce sont éventuellement des futurs alumni, comme on dit, des contributeurs au bien-être des universités s'ils font fortune, mais ils apprennent, ce sont les étudiants de base, si vous voulez. Donc la question sert à révéler l'orientation vers l'enseignement de ce monde. Et les deux colonnes, la colonne claire indique ce qui se passait en 1969 et la colonne foncée en 1997. Et vous avez une nuance à l'intérieur de chaque colonne, c'est la part de ceux qui se déclarent. La hauteur totale de la colonne amalgame ceux qui se déclarent en accord ou en plein accord. Donc il y a une intensité graduée. Et le trait qui est là indique la proportion des individus qui se déclarent en plein accord. Donc c'est une part, une fraction de la colonne. Et les données varient à la hausse, en quelque sorte, et sont distribuées en fonction du niveau de l'université. Est-ce que c'est une université doctorale? Est-ce que c'est un collège qui enseigne sur 4 années, un master's? Un collège de 2 ans, et ici on a la différence entre les sciences et les humanités et l'écart entre les femmes et les hommes. Les femmes se déclarent plus favorables ou plus sensibles à l'activité d'enseignement que les hommes, mais les scores sont à la hausse des deux côtés au cours du temps. Donc on peut dire que ce système-là a bien rempli son rôle dans son unité, en quelque sorte, socle. Il dit nous produisons des étudiants, nous formons des étudiants, c'est le cœur de l'activité, si on veut, et il n'y a pas à revenir là-dessus. Le socle en question, association ou complémentarité enseignement-recherche, c'est, disons, la philosophie spontanée ou le principe normatif régulateur de l'engagement et de l'exercice du métier universitaire. Et ce sont donc des principes qu'on peut dire d'inspiration humboldtienne. Le principe, il est d'abord théorique, c'est l'idée de l'unité du savoir scientifique, et il est assorti d'un principe pratique et pédagogique qui dérive de cette unité théorique le lien intrinsèque entre le travail d'enseignant, l'activité d'érudition et l'enquête scientifique. L'argument peut d'ailleurs avoir ou recevoir une version plus offensive qui déclare et qui défend la complémentarité la plus étroite entre les tâches, leur imbrication totale et pas du tout une quelconque espèce d'asymétrie dans le couplage. Donc l'idée, c'est l'enseignement et l'apprentissage sont des composantes fondatrices du travail scientifique lui-même, et pas simplement du travail de l'étudiant. Et l'institution du savoir qu'est l'université produit et diffuse le savoir désintéressé sous la protection de la liberté académique en concevant l'éducation comme un moyen de formation scientifique. En ce sens, et dans une réalisation idéale du modèle, tout étudiant doit être considéré comme un chercheur en devenir et l'université comme une communauté qui s'accorde sur les principes fondamentaux de la production et de l'appropriation du savoir. En Grande-Bretagne ou en Royaume-Uni, où il y a beaucoup de débats sur les réformes qui ont visé en réalité ou qui ont
abouti à disloquer en partie ce modèle ou cette complémentarité des rôles, il existe une multitude d'articles qui défendent l'idée que l'étudiant est un chercheur et qu'il faut analyser le savoir produit par l'étudiant autrement que sous la simple loupe d'une asymétrie radicale entre la fonction de recherche et la fonction d'enseignement. Donc le ciment de cette conception, c'est aussi la nature désintéressée, non pratique du travail, abritée d'une instrumentalisation du savoir par des forces ou des intérêts externes qui pourraient sélectionner et hiérarchiser les savoirs désirables et utiles et qui pourraient éventuellement briser le socle de l'autonomie et de la liberté pluraliste du travail académique. Sur ces deux versants, je veux dire celui des enseignants et celui des apprentissages par les étudiants. Cette formule de la complémentarité intrinsèque et de la non-différenciation comme norme régulatrice est, à statut d'emploi donné, une norme et une formule égalitaire qui fait correspondre le travail des enseignants-chercheurs avec une autonomie collective adossée à des règles de non-substitution entre les actes de travail. C'est un modèle qui, dans son incarnation historique, ne connaissait pas les mécanismes d'évaluation individuelle des performances et qui est aussi revendiqué aujourd'hui par tous ceux qui dénoncent les pathologies de l'individualisation des performances et de leurs évaluations, et les pathologies de l'alignement des intérêts personnels sur des capacités diversement distribuées de réussite dans chacune des tâches. Les courbes que j'ai montrées tout à l'heure vous en donnent une indication. Donc, si on procède autrement qu'en maintenant cette complémentarité stricte, disent ceux qui soutiennent et défendent ce modèle humboldtien, on comprendra qu'un individu s'investirait davantage dans les tâches qui sont les plus gratifiantes, les plus valorisées, les plus rémunératrices de manière immédiate ou de manière différée. Voilà l'essence du modèle. Il y a des hypothèses implicites qu'il faut examiner, ou des postulats qu'il faut examiner. La première hypothèse implicite à cet argument de la complémentarité est qu'il est possible, sous de bonnes conditions d'organisation du travail, d'assortir correctement ou même optimalement un enseignement de qualité et une recherche de qualité. Et on comprend bien que quand on s'engage dans une carrière dans l'enseignement supérieur sur la base de premiers travaux de recherche doctorale et postdoctorale et des premières expériences de production et de collaboration de recherche, on aurait du mal à récuser a priori l'idéal d'une complémentarité des fonctions, puisque en entrant dans une carrière d'enseignant-chercheur, on est précisément le produit d'une transmission, d'une socialisation grâce à l'enseignement et d'un apprentissage grâce à l'expérience de la collaboration des travaux de recherche. Il y a même des pays qui ont industrialisé en quelque sorte cette expérience en recourant à la main-d'œuvre étudiante pour l'activité de teaching assistant ou de research assistant. J'en donnerai des indications très intéressantes tout à l'heure, enfin intéressantes, je le pense. Le deuxième postulat qui est à l'œuvre, c'est que, et qui correspond à l'adhésion majoritaire des universitaires à cet idéal, comme je l'ai montré dans les données que je viens de présenter, c'est qu'il n'y a pas, il ne doit pas y avoir, il ne peut pas y avoir de distribution asymétrique ou inégalitaire des capacités à réaliser l'un ou l'autre des actes de travail. Il n'y a que des conditions favorables ou défavorables au plan organisationnel, au plan personnel et éventuellement au plan systémique, au sens où un système de compétition dans le monde scientifique tendrait à favoriser de manière outrancière l'un ou l'autre profil et à spécialiser les fonctions pour espérer extraire une productivité plus élevée du découplage que du couplage des fonctions. Autrement dit, les aptitudes, au sens de métacompétences, capacité à acquérir des compétences, si vous voulez, les aptitudes à être bon chercheur ou bon enseignant sont suffisamment également distribuées
distribuées de manière normale, si vous voulez, entre les individus pour que tout mécanisme qui exacerberait la spécialisation dans l'une ou l'autre tâche rompe le pacte professionnel et communautaire d'un métier où les académiques s'évaluent eux-mêmes d'abord et se contrôlent eux-mêmes d'abord. Voilà le deuxième postulat. Le troisième postulat, il est encore plus radical, il tient au lien entre les individus et leur organisation. L'enseignement est une production interne à chaque établissement universitaire et ne peut guère être valorisé au dehors en tant que somme d'actes et de compétences de travail réalisées par des enseignants. L'effectivité de la production pédagogique, ce qu'on appelle dans le tableau que j'ai montré l'effectiveness, qui se mesure de plusieurs manières, est en effet trop complexe à apprécier et à prédire pour qu'on en tire des recettes de productivité enseignante universalisables. Les controverses autour de ce qui s'appelle l'évaluation des enseignants par leurs étudiants sont absolument considérables. Il y a des milliers d'articles consacrés à ces sujets dans la littérature de recherche, notamment américaine. En revanche, la recherche, elle traverse les murs, comme je l'ai déjà dit. Elle fournit à ses producteurs une visibilité hors de l'institution, dans la communauté académique et auprès de toutes sortes de parties prenantes. Pas simplement les académiques. Un collègue américain, un sociologue, Michael Buravoy, quand il a présidé l'Association américaine de sociologie, a fait une presidential address, un discours présidentiel pour inaugurer sa présidence d'une année, en indiquant qu'il y avait 4 profils de recherche dans la sociologie. La recherche professionnelle, la recherche experte, un problème est posé, on appelle les experts à faire, en quelque sorte, à engager leurs connaissances et à travailler, la recherche publique, on prend position sur des questions publiques, et la recherche critique politique, ou l'activité de production de connaissances critiques et politiques. Donc vous voyez, à travers cette typologie, on peut donner une indication sur les différentes parties prenantes au jeu de la recherche et de sa visibilité externe. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est oublier les 3 premières cases pour sauter directement à la 4e, pour en espérer des profits personnels peut-être un peu incertains. Donc, si les choses sont bien ainsi, une activité dans les murs, une activité qui traverse les murs, de 2 choses l'une. Soit l'organisation universitaire gouverne fermement le lien entre les 2 types d'actes de travail et s'arrange pour que la visibilité externe acquise par un ou une académique n'ait aucune répercussion sur la distribution des charges de travail et la répartition des efforts dans les 2 catégories d'activités, enseignement et recherche, mais elle doit en même temps composer avec l'éthique professionnelle d'autocontrôle et d'autogouvernement des académiques, qui revendiquent une certaine liberté d'agir. Soit l'organisation est mal gouvernée, ou pour le dire autrement, elle n'a pas su bâtir un modèle de gestion de son personnel, d'allocation des efforts, d'incitation à un comportement individuel efficace pour équilibrer les intérêts individuels et le travail collectif dans l'organisation. Et dans ce cas, l'autonomie des universitaires devient la source d'une grande hétérogénéité de comportement, parce que l'autonomie ne signifie pas spontanément l'accord des volontés et des intérêts individuels au bénéfice du bien public. Des dysfonctionnements peuvent surgir alors qui rendent cette autonomie difficile à réconcilier avec le principe d'autocontrôle collectif. Par exemple, le comportement de ceux qui agissent en freeriders, en passagers clandestins, qui reportent sur d'autres la charge de travail académique pour revendiquer une liberté d'action qui leur est favorable, à l'intérieur ou à l'extérieur des murs. Ou alors l'engagement très variable à l'égard de la tâche d'enseignement, c'est celle qu'on appelle en anglais teaching load. Il n'est pas question de research load, mais uniquement de teaching load. C'est-à-dire arbitrer en faveur de la tâche qui procure le plus de visibilité et aussi le plus de chances de mobilité professionnelle éventuelle vers une autre université. Et à travers cet engagement très variable, on peut éventuellement reporter sur autrui ce qu'on ne veut pas faire.
Ou alors, un autre de ces dysfonctionnements possibles, c'est l'attribution erratique de la qualification de recherche à des activités qui n'en sont qu'au regard d'une définition extrêmement extensive de la recherche. Ça, c'est un grand sujet qui agite les disciplines de manière fort différente. J'y reviendrai plus tard. Donc, ce troisième postulat signifie que, premièrement, une bonne organisation du travail académique sous hypothèse de stricte et productive complémentarité de l'enseignement et de la recherche est une organisation qui doit dissuader la compétition interne et les comportements de free riding, de passagers clandestins, qui profitent des autres pour ne pas faire ce que font les autres. Deuxièmement, une telle organisation n'est viable que dans un environnement qui ne favorise pas la cotation différentielle des activités et qui, tout particulièrement, n'accorde pas un poids excessif à l'activité de recherche. Autrement dit, une telle organisation ne serait viable que dans un environnement non concurrentiel. Un sujet à méditer. Le quatrième postulat se déduit du troisième. Les activités de recherche et d'enseignement ont des structures de coûts qui sont différentes. Si la formation des étudiants et la production de recherche sont considérées comme une production de biens et de services publics, les financements doivent être essentiellement ou exclusivement publics. Les financements de la fonction d'enseignement seront établis sur une base de capitation, par exemple, dotation en fonction du nombre d'étudiants, et les financements de recherche doivent être des dotations de base, des block grants, comme on dit, plutôt que des financements fléchés ou au projet. Parce que ces seconds financements, ce deuxième type de financement au projet, induisent des mécanismes conditionnels, des mises en forme, des mises en compétition, des systèmes d'évaluation qui, tôt ou tard, font émerger des différences et des écarts de réussite ou de rendement de ces financements investis. Et si le système d'enseignement et de recherche est en expansion du fait d'une demande accrue de formation et de recherche, les financements publics doivent être continuellement croissants, sous peine, s'ils ne le sont pas, d'engendrer des conflits d'allocation et des inégalités de dotation qui devraient gérer la rareté, créer des vainqueurs et des perdants, sans égaliser les effets d'une moindre capacité de financement public. C'est un peu le cas de ce qui se passe en Allemagne, qui a été en quelque sorte le creuset historique du modèle humboldtien en Europe, et aussi ce qui se passe d'une autre manière, peut-être plus déséquilibrée encore, en Italie. En Allemagne, cet équilibre humboldtien des deux activités résidait dans la croissance simultanée des financements publics et des effectifs étudiants pour préserver le mécanisme de complémentarité entre les deux activités. Mais en cas de sous-financement, comme ça a été le cas depuis d'assez nombreuses années en Italie, ou en cas de croissance déséquilibrée du système avec une demande d'enseignement supérieure de la part des étudiants qui augmente plus vite que les effectifs d'enseignants, comme on l'a vu en Allemagne à partir du milieu des années 70, quand le nombre d'étudiants a plus que doublé en 20 ans, cette architecture du système humboldtien a commencé à se fissurer. Il y a eu des recherches de plus en plus nombreuses de positions temporaires, de pure recherche dans les fameux Max Planck Institute, qui sont des instituts de recherche très actifs et très dynamiques, où une partie des carrières se font de manière temporaire. Il y a eu des mécanismes de report de la charge d'enseignement par les professeurs sur les assistants. Je rappelle que le système allemand de carrière dans l'enseignement supérieur est un système qui est plus hiérarchique, beaucoup plus hiérarchique que le système français. Il y a des recherches de financement complémentaires qui obligent à arbitrer, et tous ces mécanismes font vaciller, ou ont commencé à faire vaciller l'idéal de complémentarité, ou plutôt ont introduit
un mécanisme de différenciation par rang statutaire et par concurrence entre les universités. Et à partir de 2005, l'Allemagne a lancé ce qu'elle appelait l'Excellence Initiative, qui était un mécanisme d'allocation concurrentielle de fonds orientés principalement vers la recherche et vers des projets spécifiques de recherche présentés de manière compétitive par les différentes universités. Cette initiative paraît avoir amplifié un mécanisme de différenciation endogène, c'est-à-dire concentration des projets financés sur un certain nombre d'universités de pointe, marginalisation progressive d'un certain nombre d'universités perdantes, différenciation entre enseignement général, enseignement court, enseignement professionnel, plus marqué qu'avant, supériorité affichée des objectifs de recherche malgré la mise en place de financements incitatifs pour la qualité de l'enseignement, mais ces financements incitatifs orientés vers l'enseignement étaient conditionnés au développement de certains secteurs seulement de l'enseignement. Introduction d'objectifs et de critères de retour sur investissement public mesurables. On en a fait un certain nombre de critiques de cette initiative, mais d'autres défendent le mécanisme parce qu'il procure des moyens financiers plus importants pour la recherche. Je ne vais pas en faire ici une analyse détaillée en termes de gains et de pertes, mais il est évident que le modèle humboldtien, qui était le modèle historique allemand, a changé. Je vais conclure sur ce modèle en parlant du quatrième postulat qui se déduit du troisième. Non, pardon, c'est ce que je viens de faire. Je me répétais. Et donc, je conclus sur cet exemple allemand. Je ne parlerai pas de l'Italie, qui est un sujet intéressant, mais je ne peux pas faire ici toute la comparaison internationale. J'en viens au deuxième modèle, qui est... je suis en retard sur mes slides. Le modèle de Condorcet-Newman. Newman est célèbre pour avoir produit des discours, un discours pour inaugurer l'université de Dublin en 1852 et avoir défendu l'idée que enseignement et recherche ne vont pas ensemble. Il dit « L'université s'intéresse à la diffusion et au rayonnement plutôt qu'à l'avancement du savoir. Si l'université se proposait la recherche scientifique ou philosophique, je ne vois pas pourquoi elle accueillerait des étudiants. Il y a beaucoup d'autres institutions beaucoup mieux qualifiées pour stimuler la recherche philosophique et étendre les frontières du savoir que ne l'est l'université. Telles sont par exemple les académies littéraires ou scientifiques, si célèbres en France ou en Italie, etc. » On a d'autres cas, j'ai donné un florilège de citations à droite, par exemple de Thorstein Veblen, célèbre sociologue et économiste américain de gauche, de la gauche américaine, qui dit la conservation et l'avancement du savoir supérieur impliquent deux types de travail, deux lignes de travail qui sont distinctes mais qui sont réunies. Le travail scientifique et l'érudition, la recherche, l'investigation, et deuxièmement la formation des étudiants. La première des deux lignes de travail est indispensable et prépondérante. Et d'autres citations que je vous donne. L'autre célèbre texte fondateur, c'est un texte de Condorcet qui allait dans le même sens que celui de Newman pour défendre la dissociation entre l'activité de recherche et l'activité d'enseignement. Cette différenciation, elle a été d'une certaine manière incarnée à grande échelle dans un pays, la France. Elle a été consacrée institutionnellement par l'existence depuis avant la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1937, date de création, je crois, du CNRS, par l'existence d'emplois publics de chercheurs sans obligation statutaire d'enseignement. Il y en a un certain nombre de ces institutions de recherche, CNRS, INSERM, INRA, INRIA et d'autres. Et donc,
ce modèle souscrit à un idéal qui n'est pas humboldtien et qui a progressivement néanmoins aussi pu évoluer éventuellement vers des liaisons fonctionnelles croissantes avec les universités. La majorité ou la quasi-totalité des centres de recherche dans lesquels travaillent des chercheurs statutaires de ces différents instituts sont devenus des institutions, des organisations hybrides qui sont cofinancées par les universités et par les organismes de recherche et leurs tutelles respectives. Mais ce qui n'est pas devenu hybride, ce sont les différents statutaires. Le statut des chercheurs n'a pas changé, pas plus que celui des enseignants-chercheurs. Ils n'ont pas évolué au point de rompre le socle du dualisme statutaire. 100% du travail rémunéré d'un chercheur constitue son activité de recherche, alors que la norme pour les enseignants-chercheurs, c'est 50% de recherche et 50% d'enseignement. L'argument qui soutient, et il en va ainsi, sans discussion jusqu'à maintenant. Il y a régulièrement des controverses et des projets et des alarmes et des alertes, mais les choses sont ainsi. L'argument qui soutient le dualisme statutaire, c'est que la recherche peut être entièrement spécialisée et donc conduite comme telle, non seulement sans dommage pour la recherche, ni a fortiori sans dommage pour l'enseignement, mais, espère-t-on, avec un gain mesurable pour la qualité et le rendement de cette activité de recherche. Alors, examinons ce point, parce qu'on peut contraster les modèles, mais il faut à un moment les faire jouer les uns avec les autres, et éventuellement les uns contre les autres, pour savoir ce que ça veut dire. Si l'argument est juste, la liaison fonctionnelle entre enseignement et recherche, telle qu'elle est observée du côté universitaire, n'est qu'une construction institutionnelle sous-optimale pour la fonction de recherche qui n'est exercée qu'à mi-temps par les enseignants-chercheurs. Et donc, la corrélation entre la qualité de la recherche et la qualité de l'enseignement universitaire devrait être au mieux nulle et au pire négative. Encore une fois, si l'argument de « on peut spécialiser les fonctions » est un argument juste. J'examinerai plus tard les travaux qui ont examiné ce point. Est-ce qu'il y a une corrélation positive, nulle ou négative entre les deux fonctions dans l'analyse du travail des individus et de leurs résultats? En revanche, si l'argument est faux, c'est-à-dire la recherche ne gagne rien à être une activité spécialisée, là encore, de deux choses l'une, soit la réalité du métier de chercheur est telle que la multiplicité des actes de travail d'un chercheur statutaire inclut en réalité toutes sortes de tâches, y compris d'enseignement, et qu'une partie des gains à la liaison fonctionnelle des activités est ainsi récupérée. Autrement dit, le statut ne dit pas tout sur le travail des individus. Après tout, quand j'étais moi-même chercheur au CNRS, j'ai eu une fonction d'enseignement dès 1986, c'est-à-dire 5 ans après avoir obtenu mon poste au CNRS, et de manière ininterrompue ensuite. Mais est-ce vrai, est-ce pas vrai? Et de toute façon, ça n'était pas inscrit dans la définition de mon travail. Et on aurait pu m'en faire reproche si si je n'étais pas assez productif dans mon travail de recherche. Donc, je disais de deux choses l'une, si l'argument est faux, premièrement, la réalité du métier est plus complexe qu'on ne veut bien le dire. Deuxièmement, la spécialisation n'engendre pas une production 2 fois plus importante en quantité ou en qualité du côté des chercheurs, contrairement à ce que suggère son avantage en termes d'emploi du temps par rapport à l'agenda d'un enseignant-chercheur, qui dispose de 2 fois moins de temps qu'un chercheur pour travailler à sa recherche. Est-ce vrai, n'est-ce pas vrai? Ça demande à être vérifié. Et ça n'est pas si simple à vérifier, à vrai dire. Une manière de soutenir le dualisme statutaire, et non pas de l'entrechoquer avec le modèle de la complémentarité, le modèle humboldtien, une manière de soutenir ce dualisme, donc de le justifier, c'est de maximiser l'incomparabilité des recherches menées respectivement dans le monde universitaire et dans les organismes de recherche.
Cette incomparabilité peut s'entendre en termes de besoins d'équipement et de financement qui gagnent à être localisés, concentrés et de plus en plus partagés dans des grandes collaborations internationales dans les disciplines et les secteurs dans lesquels ces investissements sont très élevés. Si on n'avait pas spécialisé ces activités, le CERN n'existerait pas, les grands observatoires astronomiques n'existeraient peut-être pas, etc. etc. Donc, la concentration des moyens peut avoir sa rationalité. L'incomparabilité peut s'entendre aussi en termes organisationnels. Le métier de chercheur a évolué vers la construction de véritables entreprises de recherche, au sens où un individu chercheur, aujourd'hui, est davantage une petite entreprise à lui tout seul. Il y a sur ces points-là des travaux en cours fort passionnants de mon collègue Jacques Mérès, avec toute une équipe internationale et franco-américaine essentiellement, franco-italo-américaine, et on voit bien que le travail de recherche évolue. Et donc, il peut éventuellement gagner dans cette évolution à se spécialiser, parce que le travail se fait davantage en équipe, par des financements sur projet, ces candidatures à des appels d'offres internationaux ou nationaux. Tout ceci augmente la quantité et la qualité des compétences nécessaires pour organiser et gérer le travail. C'est-à-dire le faire financer, l'administrer, élever la cadence des publications, gérer la visibilité du travail réalisé et aller vers des dispositifs de ce qu'on appelle altmetrics, c'est-à-dire aujourd'hui, il existe une mesure de la visibilité du travail scientifique, par exemple par les blogs, les tweets, etc., qui sont incorporés dans cette autre bibliométrie, en quelque sorte latérale, de la visibilité du travail scientifique, mais qui peut avoir son efficacité par l'instantanéité de la transmission de l'information qui joue dans la recherche un rôle considérable, étant donné sa nature très fortement concurrentielle. De ce point de vue, l'organisation du travail gagne à se spécialiser tant que les universités ne se dotent pas de structures d'organisation et de gestion de la recherche et de moyens d'engager et d'exploiter des partenariats multiples générateurs de financement direct et indirect de gains, brevets, licences, collaborations, etc. L'analyse montre en quelque sorte ici que la pratique de l'intégration organisationnelle des structures de recherche publiques dans des partenariats, des associations de coopération contraste en France avec la rigidité du dualisme statutaire. En fait, le système est un peu plus souple qu'il n'apparaît, sauf dans les statuts d'emploi. Le dernier argument d'incomparabilité est un argument de type scientifique qui a été souvent et depuis longtemps avancé par les organismes qui étaient le plus jalousés, par exemple le CNRS. Cet argument, c'est que il faut faire valoir la recherche dans sa nature dynamique et qui est plus dynamique que ne le sont les programmes d'enseignement des universités, qui ont une inertie de ce qu'on appelle le curriculum, le programme. Ces activités d'enseignement à vocation de formation ont cette inertie propre à la transmission, alors que les activités de recherche ont une mobilité disciplinaire ou interdisciplinaire plus élevée. Et donc, la spécialisation de la recherche peut conduire à maximiser cette mobilité et les gains qui peuvent en être tirés. Alors, voilà une série d'arguments. Le but d'un travail de recherche, comme celui dont je vous expose un certain nombre d'arguments et plus tard de résultats, c'est évidemment d'aller au-delà de l'argumentation, c'est de donner des preuves. Je ne donne pas ici les preuves complètes de l'analyse parce que je n'en dispose pas. Encore une fois, c'est un effet de la maturité
un peu moins grande de la recherche sur les systèmes d'enseignement et de recherche en France par rapport à l'étranger, je le crois, mais aussi, peut-être aussi, d'une certaine protection des institutions à l'égard de la comparaison possible. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que la France, de ce point de vue, est assez exceptionnelle. Peu de pays ont construit effectivement un dualisme statutaire aussi massif qui oppose la recherche à l'enseignement-recherche. Je ne vais pas ici faire l'analyse des différentes controverses auxquelles a donné lieu ce dualisme. On voit bien que les chercheurs défendent leur métier et que les enseignants-chercheurs voudraient pouvoir bénéficier de plus de liberté de recherche. Ça va de soi et ça peut s'étendre au plan des organisations. Mais on peut montrer aussi que ce dualisme a cherché à être corrigé en partie. On a aligné en 1982 en France le statut des chercheurs sur celui des enseignants-chercheurs. Auparavant, les chercheurs étaient des contractuels. Ils n'avaient pas de statut de fonctionnaire. En 1982, ils ont été assimilés à la fonction publique. Et un des arguments a été ça va favoriser la mobilité. Les chercheurs pourront changer de métier et aller plus facilement vers l'enseignement supérieur. Et mes collègues Christine Musselin et Catherine Paradès ont examiné l'argument et ont trouvé que dans les années concernées où on a dit favorisant la mobilité, il ne s'est trouvé que quelques dizaines de collègues pour choisir d'aller vers l'enseignement supérieur plutôt que de rester dans une fonction de recherche. Il existe d'autres mécanismes qui ont essayé en quelque sorte de détendre cette opposition. Je ne les détaille pas aujourd'hui, mais on voit bien que le problème reste entier aujourd'hui et qu'il serait intéressant d'explorer les gains à la spécialisation ou les inconvénients de la spécialisation et aussi les effets de synergie entre le travail d'un enseignant-chercheur et le travail d'un chercheur dans un même laboratoire. Voilà des pistes de recherche qui seraient utiles à explorer complètement si les organismes ouvrent en quelque sorte leurs portes aux chercheurs pour leur permettre d'analyser le système de production, le système de travail dans ces différents métiers. La deuxième incarnation d'un modèle post-humboldtien, ça n'est pas un choix a priori comme le choix français à partir de la fin des années 30, mais une évolution tellement forte dans le modèle d'enseignement supérieur qu'il se transforme radicalement et qu'il arrive à, en quelque sorte, briser le socle fondamental de la complémentarité. Et ici, on a un cas qui est très intéressant, c'est le cas du Royaume-Uni. Et il permet de faire apparaître l'emboîtement des transformations qui se sont réalisées. Cet emboîtement, ce changement, on peut le résumer ainsi. À partir des années 60, on a créé au Royaume-Uni de nouvelles universités pour élargir le tissu universitaire et pour sortir d'un système qui était largement dominé par le duopole Oxford-Cambridge. Et le modèle commun était à ce moment-là la liaison entre enseignement et recherche. Même dans le secteur de l'enseignement supérieur court, avec ces fameuses 30 Polytechnics qui formaient dans les années 70 environ la moitié des étudiants du supérieur britannique et qui avaient tout à fait la liberté de mener des activités de recherche. Cette différenciation, la différenciation institutionnelle entre universités et polytechnics a été effectivement abolie, mais elle a été largement sur la base d'une asymétrie croissante entre le travail d'enseignement et de recherche.
En effet, à partir de la fin des années 70 et de l'ère thatchérienne, des changements radicaux ont concerné le financement des universités. Des coupes budgétaires ont été opérées et ont conduit l'organisme qui répartissait les dotations de base à adopter en 1985 un modèle d'allocation des ressources qui séparait les financements de formation et les financements de recherche. Souvenez-vous de ce point qui était central dans le modèle Humboldtien. Les premiers, les financements de formation, étaient fondés sur le nombre d'étudiants, mais le second variait avec le niveau des financements obtenus indépendamment par les universités à travers des subventions et des contrats de recherche alloués sur une base concurrentielle, autrement dit, c'est des matching grants, comme on dit. Si vous vous procurez des ressources vous-même, on vous les complète et c'est un signe de votre qualité. On donne à ceux qui ont fait la preuve qu'ils peuvent se financer sur le marché des contrats et des financements concurrentiels. Et deuxièmement, ces financements de la recherche ont varié avec des évaluations de la qualité de la recherche par des pairs experts selon le Research Assessment Exercise, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a été remplacé en 2014 par le Research Excellence Framework. Pardon, j'avais hésité tout à l'heure sur l'acronyme. Troisièmement, ces financements de recherche ont été alloués à partir d'une allocation différentielle en fonction de la qualité évaluée. Beaucoup de financements ont été reçus en haut de la hiérarchie des qualités et beaucoup moins en bas. Ici, vous avez dans ce tableau, dans ces deux graphiques, la distribution en déciles du moins au plus, c'est-à-dire des 10% qui recueillent le moins de fonds publics de recherche aux 10% qui en recueillent le plus. Vous avez les montants obtenus par chacune des universités qui figurent dans cette distribution par décile. Vous voyez que les universités qui figurent dans le dernier décile se procurent des sommes très considérables. La moyenne de ce qui est procuré aux 10% qui obtiennent le plus de financement de recherche est de 51 millions de livres, alors que la médiane, c'est 2 millions de livres, et en bas, les 10% qui se procurent le moins de financement de recherche public, c'est 21 000 livres. Donc, vous voyez, l'écart est vertigineux, et l'écart est encore beaucoup plus élevé à la fine pointe qui partage en quelque sorte le dernier décile. On a affaire aux 2 ou 3% des universités qui se procurent le plus de financement public de recherche. C'est le fameux Russell Group, comme on l'appelle en Grande-Bretagne. C'est quelques universités dites de recherche qui, évidemment, sont en pointe. Donc, le mécanisme de financement dédié, financement public dédié à la recherche, spécifiquement, n'a fait qu'exacerber, en quelque sorte, les écarts de situation entre les différentes universités. Et là, vous avez la part du financement public de recherche dans la totalité des moyens dont disposent les universités. L'échelle va jusqu'à 30% à peu près. Vous voyez là aussi une distribution extrêmement asymétrique. La médiane est à 4%, c'est-à-dire que 50% des universités se procurent moins de 4% de leurs revenus par les financements publics de recherche, alors que dans le dernier décile, pour les 10% des universités qui sont le mieux loties, qui sont les plus avancées en recherche, le pourcentage est de 21%, un cinquième des ressources procurées par la recherche. Tout ceci vous donne une indication très nette de l'ampleur de l'effet qu'a eu progressivement le découplage des financements, mais aussi à travers les financements, le découplage des activités d'enseignement et de recherche. Simon Pey, qui a été à Terre ici l'année dernière et qui fait partie de notre équipe, a consacré sa thèse à cette question et en avait présenté quelques résultats dans un séminaire l'année dernière. La caractéristique de ces transformations, c'est son caractère fractal. Fractal, je veux dire,
les changements se répliquent de manière homologue avec le même profil d'un niveau au niveau inférieur et à tous les niveaux inférieurs. C'est une sorte de réplique sismique à tous les étages du système. La différenciation des organisations, c'est le niveau supérieur, par profil, par position dans le classement, par prestige, par attractivité dans les jeux stratégiques de recrutement ou de répulsion des carrières prestigieuses, la différenciation des départements à l'intérieur de chaque université. Certains départements sont orientés massivement vers la recherche, plus massivement que d'autres, et donc les emplois dans ces départements-là sont plus orientés vers la recherche, mais pas dans les autres. Donc le ciment collectif est fissuré. Troisièmement, la différenciation des carrières et des tâches au sein des organisations et des départements. La moitié des universitaires britanniques aujourd'hui ont un poste qui combine enseignement et recherche, la moitié seulement. 20% sont teaching only et toute une partie sont des chercheurs, mais sur des postes souvent contractuels qui dépendent du renouvellement des projets ou de l'enchaînement des projets. Quel est le ressort de cette transformation? Et je vais conclure sur ce point. Le ressort, c'est que ce n'est pas une décision centrale d'identification des établissements par leur profil, mais un mécanisme endogène de polarisation par le jeu de leviers concurrentiels et d'évaluation par des comités experts. La question qui est posée par certains de mes collègues, par exemple Christine Musselin, c'est est-ce que le recours au comité d'experts, qui est absolument légitime, qui d'autre peut juger de la science que les scientifiques eux-mêmes, est-ce que ce recours, le format du comité d'experts pour être à la manœuvre dans l'allocation des fonds, ne favorise pas en quelque sorte une hiérarchisation accrue et une polarisation accrue des situations? Et donc, parce que c'est sur la base de performances immédiatement lisibles et évaluables, c'est-à-dire les performances de recherche qui constituent l'essentiel du noyau sémantique de l'excellence. Évidemment, l'autre conséquence, c'est l'amplification dynamique des différences. Le mécanisme est évidemment créé assez rapidement une situation d'avantage cumulatif. Ceux qui ont beaucoup obtiendront encore plus, puisqu'ils vont renforcer leur potentiel de recherche, attirer les financeurs, attirer les bons projets, attirer les collègues productifs, et le mécanisme va évidemment renforcer encore l'asymétrie des tâches d'enseignement et de recherche. Donc il y a là une formule de rationalisation économique de la spécialisation. À grande échelle, en quelque sorte, il apparaît logique dans ce système, face à une situation de tâches multiples et de buts multiples, de privilégier les tâches et les missions qui procurent à l'organisation, au département, à l'individu, encore une fois, de manière emboîtée et fractale, le plus fort gain en ressources, en visibilité, en notoriété. Les deux graphiques que je vous ai montrés en sont une preuve tout à fait manifeste. Je vais donc conclure sur ce point et je crois sur cette diapositive qui vous donne le résultat du dernier Research Excellence Framework qui a été publié en décembre 2014, qui montrait que tout allait bien au Royaume-Uni, que beaucoup de monde s'était impliqué dans la course à l'excellence, 52 000 academic staff, 191 000 research outputs examinés, des études d'impact en grand nombre, 1900 soumissions à cette évaluation compétitive, et le résultat était que 30% des soumissions étaient de qualité mondiale, world leading, pas simplement de qualité mondiale, mais à la pointe de la compétition mondiale. 46% étaient internationalement excellents, 20% reconnus internationalement et 3% reconnus nationalement. Donc,
il y a un effet, il y a effectivement un affichage de le système produit, en quelque sorte transforme les règles du jeu et conduit les acteurs à devoir adhérer à un système de compétition à grande échelle qui fissure cette complémentarité des actes d'enseignement et de recherche dont je parlais, puisque l'essentiel ici n'est appliqué qu'au travail de recherche et pas à la performance d'enseignement. Le travail de recherche est commensurable, la performance d'enseignement l'est beaucoup moins. Voilà le sens de ce type de mesure et de mesure de l'excellence telle qu'elle est pratiquée au Royaume-Uni. Voilà, j'ai fini mon heure et demie. Je vous remercie. Je vous donnerai la semaine prochaine une analyse un peu plus théorique de cette situation des actes de travail pour comprendre deux choses. Pourquoi, dans la recherche, il faut produire beaucoup de connaissances même s'il y a peu de citations. L'excès de production est structurel et il est nécessaire. Et deuxièmement, pourquoi les notes ont connu une inflation vers le haut, la qualité des notes du côté des étudiants, parce que l'acte d'enseignement est une sorte de contrat entre un enseignant et un étudiant et qu'il est difficile de bâtir ce contrat sur des évaluations qui peuvent être trop sévères. Voilà le but de la séance prochaine et elle m'introduira ensuite à des analyses de cas beaucoup plus précises dans lesquelles je produirai le modèle complet des systèmes tels qu'ils existent aujourd'hui au plan international. Merci pour votre attention.